Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marc Zacher. Bonsoir Marc. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président et directeur général de Cerebras. Vous vous occupez, je crois, de tout ce qui est Middle East, Turquie, de cette société qui est américaine. Vous êtes ici à l'occasion du salon Raise qui se déroule à Paris. Merci de prendre quelques minutes et de venir nous parler de ce que vous faites, parce que Cerebras, c'est de la boîte qui monte. C'est l'un des concurrents les plus crédibles face à Nvidia, et autant vous dire que c'est compliqué quand même d'être un concurrent crédible face à Nvidia, parce que vous avez en plus une spécificité technique, et vous allez nous expliquer, au lieu d'assembler en fait des GPU sur une seule carte, vous fabriquez une carte prête à être utilisée finalement. C'est ce qu'on appelle le Wafer Scale Engine, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, François. Alors, merci déjà de m'accueillir. Effectivement, Cerebras a pris une direction complètement différente pour servir les besoins de l'intelligence artificielle. Pour faire simple, il y a deux processus importants dans le monde de l'intelligence artificielle. Il y a le training, c'est-à-dire la création d'un modèle d'intelligence artificielle. Et longtemps, jusqu'à 2025, ça a été la partie la plus importante, la création des modèles d'intelligence artificielle qui aujourd'hui sont utilisés ou de plus en plus utilisés. Cette utilisation de l'intelligence artificielle s'appelle l'inférence. Et cette inférence a des besoins qui sont complètement différents du monde du training. Et effectivement, nous avons pris le parti. L'inférence, c'est quand, par exemple, je tape une question sur ChatGPT et qu'elle arrive, en fait, que j'ai la réponse. C'est ça l'inférence, c'est ça ? L'utilisation des modèles d'intelligence artificielle. Alors que le training, ça va être la création. Une IA qui va se nourrir de tout ce qu'elle trouve pour après nous sortir une réponse la plus pertinente possible. Tout à fait. Donc effectivement, les GPU, les processeurs graphiques, que ce soit Nvidia ou les autres, ont été très adaptés, effectivement, une architecture très adaptée à ce training de l'intelligence artificielle. L'inférence crée des challenges qui sont complètement différents, et nous pensons que l'architecture d'un grand processeur permet de résoudre l'un des problèmes les plus importants, qui est la rapidité de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous savez, François, quand vous posez une question, par exemple à ChatGPT ou un autre modèle, tout type de modèle. Que ce soit Claude, Gemini. Exactement. Et vous avez le temps d'aller boire 3 cafés avant d'obtenir votre réponse. C'est à cause de cette architecture, effectivement, vous avez des centaines, voire des milliers de puces qui doivent se coordonner pour pouvoir répondre à votre question avec des déplacements de données assez importants. Et donc notre partie... Après, ça ne prend pas quelques minutes, ça prend quelques secondes. Les cafés, il faut les boire vite quand vous dites 2 ou 3 cafés quand même. Ça va dépendre de votre question. Si vous faites du type... Ah oui, bien sûr. Mais si on pose une question, on va dire basique, c'est relativement rapide. Exactement. Si les questions basiques, ça va assez vite. Sinon, si vous posez une question assez compliquée ou que vous faites de l'agentique, par exemple AI, ce qui devient le plus important. Là, ça prend plus de temps. Là, ça peut aller à plusieurs minutes. Et c'est là où vous tirez votre épingle du jeu, avec la structure de vos processeurs, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'on a créé, je l'ai ici, on a créé le processeur le plus grand au monde. C'est 57 fois plus grand que les puces graphiques en moyenne. Et c'est 15 fois plus rapide que ces processeurs graphiques. Et donc, ça permet de répondre de façon quasiment instantanée. Et donc, pourquoi c'est important ? Parce que ça permet de débloquer pas mal de cas d'usage qui ne sont pas possibles. Effectivement, quand vous dites qu'on est chez nous et qu'on pose une question simple, bon, de toute façon, que ça réponde en 5 secondes ou que ça réponde en 10 secondes ou en 8 secondes, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais quand vous avez des applications qui doivent justement, dans le monde de l'entreprise, révolutionner ou apporter des cas d'usage importants, on ne peut pas se permettre d'attendre plusieurs minutes entre chaque demande si elles sont utilisées des centaines de fois par jour. Et donc, ces processeurs-là, parce qu'ils sont beaucoup plus grands, ont 4000 milliards de transistors dessus, 900 000 corps, et ce qui permet d'accélérer le computing de l'inférence jusqu'à 15 fois plus rapidement que les processeurs graphiques. Alors, vous êtes une société qui fait beaucoup parler d'elle, même si finalement vous n'êtes pas connu du grand public. Cerebras, personne ne connaît, vous n'êtes pas aussi connu que Nvidia, mais vous sortez de l'ombre avec la plus grande IPO de l'histoire de l'industrie des semi-conducteurs. C'était en mai dernier, avec cette levée de fonds de 6,4 milliards de dollars. Et puis aussi, j'ai envie de dire surtout, c'est le deal avec OpenAI que vous avez signé il n'y a pas longtemps, cet accord pluriannuel pour déployer 750 mégawatts de capacité d'inférence au service d'OpenAI, et tout ça valorisé plus de 20 milliards de dollars. Donc d'un coup,
Voilà, vous êtes arrivé dans la lumière en se disant « Ah ouais, il n'y a pas que Nvidia finalement, il y a aussi Cerebras ». Tout à fait. Nous sommes très fiers de l'IPO que nous avons réalisé au mois de mai. Et ça a été effectivement l'IPO la plus grande IPO du monde des semi-conducteurs, de l'histoire des semi-conducteurs. Et nous avons également signé des accords très récemment avec des sociétés telles que OpenAI, qui est une société très importante dans le monde de l'intelligence artificielle, si ce n'est la plus importante. Et c'est pour nous un marqueur assez important parce que ça montre à quel point la rapidité et la vitesse devient extrêmement important et est un élément concurrentiel dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est la raison principale pour laquelle OpenAI a décidé de travailler avec nous sur ce contrat qui est le plus gros contrat qui n'a jamais été signé dans le monde de la Silicon Valley. C'est-à-dire que lorsque je poserai une question à ChatGPT, il se peut que bientôt, en fait, la réponse, les processeurs qui génèrent cette réponse, soient des processeurs Cerebras. Le premier cas d'usage qui va être déployé OpenAI. Via OpenAI sur Cerebras et le modèle Codex qui est donc qui pour les développeurs. Qui va être justement, il y a une annonce qui a été faite récemment pour dans ce sens-là, et qui va pouvoir justement fonctionner à peu près 1000 tokens par seconde. Pour que vous puissiez réaliser à quel point c'est rapide, aujourd'hui en moyenne, une intelligence artificielle basée sur des processeurs graphiques produit des réponses environ à 80 tokens par seconde. Ouais. Ce modèle-là tournera environ à 1000 tokens par seconde. Donc plus de 10 fois plus rapide que ce que vous auriez sur des processeurs de génération ancienne graphique. Si on se projette un petit peu vers le futur, cette inférence ultra rapide ne va pas servir qu'à l'écrit, parce qu'on le voit, aujourd'hui, il y a la voix qui monte en puissance. Aujourd'hui, on peut poser des questions à ChatGPT, demain, on posera des questions à Siri, c'est déjà le cas avec Alexa+, etc., etc. Il y a la robotique aussi qui arrive. Est-ce que vous avez des cartes à jouer aussi dans ces nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle qui arrivent? Absolument, il y a des cas d'usage qui sont extrêmement sensibles à la latence, à la rapidité de l'exécution de l'intelligence artificielle et qui ne peuvent être débloqués que si l'intelligence artificielle fonctionne très rapidement, François. Et donc effectivement, la voix est un sujet qui est extrêmement, qui est un très bon exemple. D'autres cas d'usage sont extrêmement sensibles effectivement à la latence. Et c'est là où, effectivement, nos clients accélèrent avec l'utilisation de Cerebras. Tout à l'heure, on évoquait dans le premier sujet de Tech & Co l'explosion du prix des tokens et aussi cette petite musique qui commence à arriver de certaines grandes industries américaines qui avaient foncé tête baissée vers l'IA et qui, parfois, rebroussent chemin et réembauchent des gens, des ingénieurs, alors qu'elles s'étaient dit l'IA va complètement bouleverser ces métiers-là et va les faire disparaître. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse et est-ce que parfois il y a des erreurs qui ont été faites sur l'IA justement? Il est possible, comme toute technologie, comme toute innovation, et les gens testent, essayent et découvrent les cas d'usage et effectivement il peut y avoir des erreurs qui sont faites. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense pas que l'intelligence artificielle a juste pour but de remplacer du travail qui était fait par l'humain. L'intelligence artificielle débloque des cas d'usage qui n'auraient pas été possibles si nous ne l'avons pas. Je vais vous donner un exemple. Netflix est une société qui existe depuis très très longtemps. Vous connaissez Netflix depuis peut-être les années 90. Qu'est-ce que faisait Netflix à l'époque? Ils envoyaient des DVD, des films dans des enveloppes. C'était le premier modèle économique de Netflix. Exactement. Vous avez peut-être connu ça, je m'en souviens aussi. C'était aux États-Unis. Je crois qu'ils sont jamais arrivés à lancer ce service en France. Je m'en souviens pas, j'étais beaucoup trop jeune à l'époque. Bien sûr, c'est ça. Et puis après, ils ont pivoté. C'est-à-dire que ils sont intéressés au streaming. Exactement. Lorsqu'Internet est devenu rapide, qu'est-ce qui s'est passé pour Netflix? Ils ne se sont pas mis à envoyer des DVD plus rapidement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont devenus un studio de movie, ce qu'on appelle un movie studio. Et donc, c'est ce qu'on pense qui va se passer avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que plus vous allez avoir une intelligence artificielle rapide, plus il y aura des cas d'usage, plus il y aura des utilisations que vous n'aurez pas pu imaginer si l'intelligence artificielle n'était pas rapide. Et donc, c'est là où on va. Effectivement, l'innovation prend son temps pour arriver à ce moment-là. Marc, vous êtes français, d'origine égyptienne. Vous vivez donc du côté de Dubaï, je crois, maintenant. Hein. Vous représentez la société Cerebras dans tout le Middle East. J'aimerais qu'on revienne en France. Qu'est-ce que vous pensez de notre
avancer ou pas dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a des sommités dans l'IA, mais bon, on a Mistral, mais à part ça, on n'a pas grand-chose. Est-ce que finalement, voir passer comme ça ces innovations entre la Chine et les États-Unis, vous en tant que Français travaillant dans une boîte américaine, quel est votre point de vue là-dessus? Je pense que la France a une position extrêmement importante à jouer et elle a la capacité et toujours la possibilité de jouer un rôle très très important. Je vais vous expliquer mon point de vue. Je pense que la souveraineté, en tout cas dans l'intelligence artificielle, c'est l'inverse de la dépendance. Et concrètement, on pourrait résumer ça à est-ce que je loue ou est-ce que je possède mes infrastructures. Et on vulgarise beaucoup l'intelligence artificielle et on la diminue souvent au modèle effectivement au modèle d'intelligence artificielle. Certes, nous avons un champion français et tout le monde est fier d'avoir ce champion français dans le monde des modèles d'intelligence artificielle Mistral, mais l'intelligence artificielle ne se résume pas qu'à cette couche-là, c'est plusieurs couches qui va du data center à l'énergie. Oui, aux API, aux logiciels, etc. Aux infrastructures. Et la souveraineté, c'est le fait de pouvoir maîtriser non seulement ses capacités, mais également ses technologies et également ses innovations. Et donc, la France a des talents, elle a de l'énergie, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir construire ça. Il y a une chose qui fait que certaines autres régions du monde avancent peut-être un petit peu plus vite, c'est le pouvoir de décision. C'est-à-dire que l'énergie, ils l'ont, la vision, ils l'ont, mais ils vont un petit peu plus vite sur la prise de décision. Donc la France pourrait aller prendre une part très importante si la décision allait beaucoup plus vite. Donc à votre avis, plus de data centers, c'est ça? Plus de... Nous avons la capacité de l'avoir. C'est-à-dire que l'énergie, les data centers, le frein aujourd'hui au data center, c'est essentiellement la ressource, c'est l'énergie. Oui, oui. Nous avons la chance d'avoir justement une énergie abondante. Et décarbonée en plus avec le nucléaire. Donc la construction de ces data centers est très importante. Ensuite, la maîtrise des infrastructures sur notre sol est très importante. C'est-à-dire de ne pas aller chercher cette infrastructure et de la louer à l'extérieur. C'est un deuxième point. La maîtrise des modèles d'intelligence artificielle, que ce soit des modèles propriétaires, que ce soit Mistral, ou des modèles open source, de les avoir sur nos territoires et de maîtriser ce que fait ce modèle-là sur ces infrastructures. Ces couches-là sont importantes. Il n'y a pas une couche plus importante que l'autre. Le fait de pouvoir maîtriser toutes ces couches de modèles de l'intelligence artificielle fait qu'une nation sera souveraine ou pas. Le fait de pouvoir avancer vite permettra de prendre une avance ou pas par rapport aux autres. Et c'est d'ailleurs un peu la stratégie de Mistral, d'être sur toutes les couches de cette intelligence artificielle, on va dire de l'IA pure, mais aussi dans le stockage des données, etc., etc. Merci beaucoup, Marc. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Merci à vous. Marc Zacher, donc vice-président et directeur général de Cerebras pour tout ce qui touche le Middle East. Et à très bientôt. Voilà, on va suivre en tous les cas Cerebras de près. Merci. Merci François.